bonjour. Bonjour. Merci de participer à cette journée d'études. Michael Touza, qui est, vous me direz si je me trompe, professeur agrégé de civilisation américaine à l'université Toulouse 2. C'est ça. Ça a changé récemment. Ça a changé récemment. Félicitations. Il vient Ça va changer récemment. Recruté maître de conf à Lille. C'est ça. Ah bah alors, toutes mes félicitations. Michael Touza est maître de conférence en civilisation américaine, du coup. À partir du 1er septembre. En études chimiques. Oui, enfin bon. Il a soutenu une thèse très récemment, donc je vois que c'est en plus une élection très rapide après la soutenance de thèse, puisqu'elle a été soutenue en octobre 2021 sur le vaudou louisianais dans les fictions audiovisuelles. Et il va donc nous présenter une intervention sur le vaudou de la question des origines, de la diversité de l'humanité à l'appropriation commerciale dans la musique contemporaine. Merci pour cette présentation. Est-ce qu'il serait possible d'avoir le partage d'écran, s'il vous plaît? Ah oui, j'ai pas dû le remettre tout à l'heure. On a été déconnecté tout à l'heure de façon abrupte et j'ai pas remis l'option. Ça doit être bon maintenant. Je vais enlever le. Voilà. Ok. C'est ici et c'est là. C'est bon pour tout le monde? Oui? Oui. Ok. Donc, merci pour cette présentation et merci aussi à Olivier et Vincent de m'avoir convié à cette journée d'études. Avant de toute chose, je tiens à préciser que j'ai surtout travaillé sur des questions d'appropriation culturelle, commerciale et esthétique du vaudou louisianais, donc dans les films et les séries. Des appropriations qui sont majoritairement héritées de la manière dont cette religion a été décrite et dépeinte via des stéréotypes exotiques par des Blancs. Donc, j'ai fait mon possible pour accrocher les wagons et rejoindre les intérêts de la JE. J'espère ne pas en être trop loin, mais c'est là un travail en cours, encore. Donc, majoritairement associé à Haïti et à la Louisiane, le vaudou a toujours dérangé le pouvoir en place parce qu'il serait avant tout né, selon les planteurs, dans la contestation ayant mené à la première révolution d'esclaves de l'histoire. Syncrétique, car découlant de la rencontre entre les religions vaudou d'esclaves originaires d'Afrique de l'Ouest et le catholicisme imposé par la conversion des sociétés de plantation, le vaudou, tel qu'il est connu de nos jours, trouve une partie de ses origines à Saint-Domingue. Dans la partie française de cette colonie, donc Haïti depuis le 1er janvier 1804, la politique appliquée par les colons était celle de la conversion forcée des esclaves et leur assimilation aux us et coutumes européens. Dans ce contexte, le vaudou développé par les esclaves aurait fait office de moyen de résistance face à un système colonial répressif. La religion permettait en effet aux esclaves de maintenir certaines traditions ancestrales de peuples dont ils étaient originaires, grâce à des croyances communes qu'ils ont rattachées au catholicisme. À la fin du XVIIIe, soit un peu avant et pendant la période de la Révolution de Saint-Domingue, la Louisiane est devenue la destination migratoire principale des réfugiés domingois. Pendant la période précédant et suivant directement la Révolution, de nombreux réfugiés seraient arrivés à la Nouvelle-Orléans, doublant ainsi la population de la ville. Pour Nathalie Desens, cet afflux multiracial a eu des répercussions profondes sur le contexte social, économique, politique et culturel de la Louisiane. L'influence de cette évolution démographique sur la société louisianaise s'est également faite ressentir au niveau religieux, tant dans la pratique du vaudou, qui s'écrit en Louisiane, qui s'écrit plutôt V-A-U, et il y a la différence en anglais entre V-O pour le vaudou haïtien et voodoo avec 2 O pour le vaudou louisianais. Donc, l'influence de cette évolution démographique s'est faite ressentir au niveau religieux, tant dans la pratique du vaudou louisianais que dans son appréhension de la diversité. Des auteurs ayant écrit sur le vaudou de la Nouvelle-Orléans, tels que Robert Talent et Albert Raboteau, notent la continuité culturelle du vaudou haïtien et du vaudou louisianais. Bien que ce dernier ait bénéficié d'une rencontre propre à l'histoire singulière de la Louisiane, de multiples origines ethniques, culturelles et religieuses. Au XVIIIe et XIXe, les cultures venues de différentes régions d'Afrique et les croyances du vaudou haïtien arrivées avec les réfugiés domingois se sont agrégées dans ce qui est devenu le vaudou louisianais, aux influences païennes de certains colons non catholiques et aux pratiques des Amérindiens Choctaw et Houma, qui étaient déjà présents sur le territoire louisianais. Cela mène d'ailleurs Robert Chaudonson à affirmer que le vaudou est transcommunautaire, ce qui est également illustré par la prêtresse vaudou néo-orléanaise Louisa Tiche, pour qui le vaudou est comparable au jambalaya.
qui est un plat louisianais épicé composé de divers ingrédients tels que des crevettes, de la saucisse, des tomates, des piments et du riz. Je sais qu'il est l'heure de manger, donc désolé. Tout comme ce plat, le vaudou louisianais emprunte aux pratiques originaires de trois continents, que ce soit la révérence aux ancêtres centrales dans certaines religions de la diaspora africaine, la vénération de la terre propre aux croyances des populations autochtones d'Amérique du Nord, ou à l'occultisme chrétien européen. Le vaudou louisianais est ainsi le produit de rencontres, qu'elles soient raciales, ethniques, religieuses ou même linguistiques, à tel point que les différences physiques entre individus n'ont pas ou très très peu leur place dans les croyances et ne jouent aucun rôle dans cette religion. Néanmoins, les contextes historiques et géographiques dans lesquels le vaudou louisianais trouve ses sources ont conduit à l'attribution, à tort et par des non-initiés, d'un suprémacisme noir au vaudou. À en croire ces définitions erronées, qui circulent particulièrement dans le genre de l'horreur, dans les films, le vaudou cultiverait les différences raciales afin de retourner l'hégémonie blanche. Or, par les influences multiples qui la traversent, la religion, et non son fantasme qui circule dans les représentations fictionnelles, fait fi des différences physiques et se base plutôt sur le spirituel. Aussi, dans cette intervention, je souhaite questionner la manière dont le caractère inclusif du vaudou découle de l'intrication entre son histoire de diversité et son appropriation par la culture populaire. J'explorerai d'abord la construction culturelle du vaudou haïtien à travers des récits et images sensationnelles et exotiques qui ont été transposés au vaudou louisianais. Ensuite, j'aborderai l'apport d'influences religieuses variées ayant élargi le champ inclusif du vaudou louisianais. Et enfin, nous verrons que c'est parce que cette inclusivité se déploie au-delà des questions raciales qu'il y a eu un regain d'intérêt des productions et du public pour ces circulations ultra-contemporaines dans l'industrie du divertissement, en particulier dans les films et les séries. Donc l'histoire du vaudou fut d'abord couchée sur le papier par des Blancs terrorisés par une prise de pouvoir des Noirs et qui ont, par conséquent, attribué un contre-préjugé racial à cette religion. Pour eux, les croyances vaudou renforceraient la construction de la race et seraient des outils de revanche raciale. Aussi, il me semble important de revenir sur la manière dont cette religion a été dépeinte en premier lieu. Dans sa description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l'île de Saint-Domingue, l'historien esclavagiste et révolutionnaire français Médéric Louis-Élie Moreau de Saint-Méry produit en 1797 l'une des premières descriptions écrites du vaudou. Et je cite, « Des Blancs trouvés épiant les mystères de cette secte et touchés par l'un de ses membres qui les avait découverts, se sont mis quelquefois à danser et ont consenti à payer la reine vaudou pour mettre fin à ce châtiment. » Témoin d'une cérémonie réalisée par des esclaves, des Blancs auraient été assujettis par une danse qui se serait déroulée sous leurs yeux. Ils auraient alors eu à payer la reine vaudou afin d'être libérés de cette emprise. Le vaudou et ses pratiques sont, dans la perspective coloniale exprimée par Moreau de Saint-Méry, ancrés dans l'identité d'une femme noire esclave. Le titre de reine étant la dangerosité de cette femme à un niveau systémique, puisqu'il lui est attribué par un révolutionnaire dont les idéaux s'opposent, de fait, à la monarchie. À la tête de ce système vaudou, la femme noire serait non seulement autonome, mais aussi décisionnaire. Elle serait ainsi déstabilisante, d'une part pour l'ordre établi par les planteurs, dont les idéaux impliquaient une domination des femmes par les hommes, des noirs par les blancs, et d'autre part pour les révolutionnaires, le pouvoir de son statut rappelant celui arbitraire des monarques de droit divin. De telles images exotiques de débauche ont probablement confirmé aux lecteurs occidentaux l'idée selon laquelle les Noirs auraient été des sauvages au comportement bestial que les danses vaudou décrites permettraient de transférer sur de pauvres victimes occidentales. C'est encore et toujours là la vision d'un planteur blanc ayant à cœur de diaboliser les pratiques religieuses de celles et ceux qui l'ont contraint à quitter sa plantation. Et cette image du vaudou témoigne déjà d'un processus culturel de racialisation par le but de rasseoir l'hégémonie blanche. Après l'obtention de son indépendance, Haïti ne put vraiment se construire et la situation politique fut instable au cours du 19e siècle et jusqu'au début du 20e siècle, jusqu'à l'occupation du pays par les États-Unis. En 1915, le président Wilson envoya les troupes américaines en Haïti dans l'optique, c'est du moins la raison invoquée, d'y instaurer la paix. En apparence politique, les tensions lors de l'occupation états-unienne d'Haïti furent exacerbées par des écarts culturels et raciaux reposant sur des différends eschatologiques. La révolte forte des Haïtiens face aux États-Unis a finalement conduit au retrait des troupes en 1934 et a, par conséquent, remis en question l'hégémonie des États-Unis en Amérique du Nord et dans la Caraïbe.
C'est dans ce contexte que sont parus certains récits d'États-Uniens s'étant rendus en Haïti. Le plus populaire, The Magic Island, a été adapté à l'écran 3 ans après sa sortie avec le film White Zombie, en français Les Morts Vivants. Fondé sur des anecdotes à base de cérémonies, de sacrifices d'animaux, de sang et de rituels, ces récits sensationnels d'un vaudou fantasmé témoignent avant tout d'une anxiété raciale aiguë qui ne fut qu'accrue par la couverture médiatique états-unienne de l'instrumentalisation politique du vaudou haïtien des 2 présidents Duvalier jusqu'au début des années 80. De cette très brève histoire du vaudou haïtien, il ressort que ce n'est pas tant la religion qui établit les distinctions raciales que son accaparation par des personnes en quête de pouvoir économique et politique ou d'une quelconque hégémonie raciale. C'est d'autant plus évident dans le cas du vaudou louisianais, et nous allons le voir. À partir de la fin de la guerre de sécession, qui aux États-Unis a conduit à l'émancipation des esclaves, la police louisianaise s'est mise à réprimander les rituels vaudous à la Nouvelle-Orléans dans l'optique de maintenir le contrôle des Blancs sur des Africains-Américains. Le vaudou s'est maintenu dans le secret de ses pratiquants, secret resté de mise après la promotion sensationnelle qu'en a faite l'industrie touristique pour attirer toujours plus de visiteurs en Louisiane. Cela explique la difficulté, voire l'impossibilité, et ce fut d'ailleurs un des films majeurs de mes recherches, de réellement se saisir des croyances du vaudou louisianais. Contrairement à son homologue haïtien, où il faut être baptisé dans la religion catholique pour pouvoir être initié au culte vaudou, le vaudou louisianais ne comprend pas de rite initiatique, mais il incorpore beaucoup d'éléments du catholicisme, si bien qu'il est parfois surnommé Voodoo Catholicism. Dans les cérémonies religieuses, les rituels, la musique, les vêtements et les objets liturgiques catholiques tels que les bougies, les encens ou les croix ont convergé avec des éléments hérités de religions de la diaspora africaine, tels que des chansons, des percussions, de la danse, des costumes plus élaborés et une utilisation de charme et de gris-gris. Parmi les rares auteurs à développer les principes du vaudou louisianais, Rosary O'Neill Schmidt explique que le vaudou incorpore des prières catholiques, telles que le Notre Père et le Je vous salue Marie. L'être suprême commun y est assimilable à Dieu le Père. Certains des esprits aux vertus protectrices ont été empruntés au catholicisme et parfois même racisés, donc l'exemple ici d'Erzouli, qui rappelle la Vierge Marie, et il n'y aurait pas d'entité pleinement maléfique ou diabolique. Au contraire, les croyances du vaudou louisianais sont centrées sur la guérison, que ce soit la guérison de soi-même, des autres et ou de la communauté. Contrairement à l'Église catholique, le vaudou ne repose pas sur un système patriarcal et, bien que la structure sociale du vaudou haïtien repose sur une certaine égalité entre les femmes et les hommes, Robert Talent remarque qu'une place plus importante est accordée aux femmes dans le vaudou louisianais. À la Nouvelle-Orléans, les prêtresses les plus notoires et respectées au XIXe siècle étaient également de ferventes catholiques. Marie Laveau, par exemple, allait à la messe à la cathédrale St. Louis et a été enterrée dans le cimetière St. Louis No. 1 de la Nouvelle-Orléans. Ces services étaient mis à profit de tous, qu'ils soient blancs, noirs ou métis, hommes ou femmes, riches ou pauvres. Par ailleurs, les origines mêmes de Marie Laveau, née d'un planteur créole blanc et de sa maîtresse noire aux origines Choctaw, témoignent d'un ancrage de son identité et, a fortiori, de ses pratiques religieuses dans une diversité propre à la Louisiane. Les circulations entre les croyances et les pratiques de la diaspora africaine et le catholicisme roman au sein d'un territoire enclin aux échanges interraciaux font ainsi office de première pierre à l'édifice d'une religion dans laquelle les notions d'identité politique et de race, genre et sexualité ne sont pas entretenues. À ce sujet, Thomas Prower affirme que les vaudous africains, haïtiens et louisianais sont inclusifs et par conséquent aussi ouverts aux communautés queer. Contrairement aux préceptes d'autres religions, le vaudou accepte volontiers des formes de sexualité non procréatrices, qui sont comprises comme les marqueurs de possession des corps par des lois particulières, les lois qui, loi qui est le nom qui est donné aux esprits vaudous. L'homosexualité, par exemple, serait due à la loi féminine Herzoulier, et Prower résume les croyances des vaudouisants vis-à-vis de la sexualité en les termes suivants. One's sexuality and gender expression is never judged by moral standards, since there is an inherent understanding that you are as the divine made you. And the inherent perfection of the divine means that the divine does not make mistakes. Therefore, however you are not a mistake.
La sexualité et l'expression de genre, et cela s'étend à la race, ne sont pas jugées, mais comprises comme l'expression du loi primaire qui s'est manifestée dans le corps d'une personne. L'art de certains vaudouisans louisianais se nourrit du caractère extra-racial que l'emprise des lois déclenche. C'est par exemple ce que dépeint la prêtresse vaudou néo-orléanaise Sally Ann Glassman dans son œuvre Bezongo Night, qui montre des humains se transformant en animaux sur le point de s'engager dans des festivités au sein du bayou louisianais. Dans ce tableau, l'espace naturel est propice au franchissement des frontières religieuses, au mélange de religion africaine et de catholicisme, donc à la pratique du vaudou louisianais. La relation de codépendance entre le vaudou louisianais et son environnement naturel s'explique par la deuxième grande particularité qu'est son incorporation de la magie et du folklore régional par le hoodoo. Donc, le hoodoo est composé de sorts et de sortilèges qui peuvent être utilisés à des effets variés et bénéfiques, allant de la protection aux rencontres amoureuses en passant par la chance de manière générale. En Louisiane rurale, il n'y a pas de règle particulière dans le hoodoo, si ce n'est qu'il s'inscrit dans l'individualité. Les pratiques sont modelables selon les besoins de chacun et passent avant tout par une connexion avec la nature. Martha Ward, une anthropologue spécialiste de Marie-Laveau, explique que ces Louisianais avaient besoin de populations autochtones et de leurs compétences, en particulier en médecine, pour mieux comprendre le territoire qui les entourait. Avant les années 30, la Louisiane ne disposait en effet pas d'infrastructures adéquates. Il n'y avait ni routes, ni hôpitaux, ni docteurs dans l'arrière-pays. Plus que la race, le hoodoo témoigne d'une influence de la ruralité et de classes sociales défavorisées dans l'émergence des pratiques rituelles qui sont aujourd'hui associées au vaudou. À l'herbologie héritée de la tradition des cultures diasporiques africaines, les pratiques hoodoo ont donc inclus les savoirs autochtones à des fins de guérison. L'influence des cultures Choctaw et Houma sur le vaudou ne s'y limite pas à cela, puisque de nombreux vaudouisants états-uniens utilisent des pointes de flèches comme vecteurs magiques et utilisent des pierres magiques à des fins divinatoires, qui sont deux pratiques autochtones et qui datent de bien avant la colonisation des territoires nord-américains. En incluant les populations autochtones, le hoodoo contribue à l'effacement de potentielles dichotomies raciales au sein du vaudou louisianais, qui en ressort propice aux relations interhumaines et à une compréhension de l'humanité comme un grand tout collaboratif. Le vaudou louisianais n'entretient certes pas d'identité politique, mais son pan non catholique, en somme non blanc, a été exacerbé au prisme de l'exotisme par l'industrie du divertissement afin d'en faire un produit consommable, d'autant plus dangereux qu'il est associé au satanisme, à cause de rares influences qu'il retient de l'occultisme européen. Pour Ned Sublette, les croyances surnaturelles des Européens se sont, dans le vaudou, ajoutées au catholicisme, aux religions africaines et aux croyances amérindiennes pour en faire une religion foncièrement états-unienne. À titre d'exemple, les fameuses poupées vaudou sont faites à l'effigie de certains lois et décorées des couleurs préférées de ces lois pour les vénérer. En réalité, la poupée vaudou telle qu'on la connaît aujourd'hui ne découlerait pas des croyances vaudou, et la magie noire liée à la fabrication de ces poupées aurait d'abord été pratiquée en Europe, comme l'écrit l'historien Daniel Cohen. European colonists in America were sticking pins in dolls made from the clothes of their enemies without receiving any instruction from African slaves. It may well have been the slaves who picked up the voodoo doll from their European masters. La poupée vaudou a dérivé de croyances européennes, puis a été attribuée aux esclaves pratiquant le vaudou dans le Nouveau Monde. Imprégnés de ces croyances, les colons les auraient transmises aux esclaves les côtoyant. En contradiction avec la chrétienté, ces poupées magiques ont été attribuées aux vaudouisants lorsqu'ils étaient tenus de pratiquer leur spiritualité en privé. Devenue l'un des symboles les plus reconnaissables de la Nouvelle-Orléans, la poupée vaudou n'est désormais plus tant un artefact religieux qu'un élément clé à la marchandisation d'un vaudou louisianais hautement exotique, que ce soit par l'industrie du tourisme ou celle du cinéma. Et si, pour Martine Luzardi, les poupées sont devenues, avec la désacralisation du mode occidental, des moyens de diffuser la mode, assurer l'identification régionale ou ethnique, l'objet cliché qu'est la poupée vaudou s'interprète plutôt comme le parangon d'une exploitation commerciale régie par des effets de mode dictés par les attentes du public et ou des touristes. Dans ce vaudou commercialisé, la poupée sert de représentation symbolique, à échelle miniature, d'une personne et peut être fabriquée en divers matériaux.
Le but ultime serait d'y lier l'esprit d'une personne afin de lui jeter un sort tout en gardant ses distances avec elle. Le pseudo-rituel confère aux pratiquants le pouvoir de transposer l'identité d'une personne sur un objet, donc en somme de genrer, raciser ou sexualiser une poupée à des fins diaboliques. Avec l'émergence d'un public éduqué aux questions d'identité politique et plus enclin à pointer du doigt l'appropriation culturelle ainsi que le caractère problématique de certaines représentations, la diabolisation des Africains-Américains via le vaudou a perdu en popularité au profit d'une mise en avant des origines diverses et extra-raciales de cette religion, d'autant plus commercialisable qu'elles s'inscrivent dans l'exploitation de mouvements sociaux. Avec l'essor du mouvement Black Lives Matter aux États-Unis, par exemple, les producteurs de la série American Horror Story ont proposé une Marie Laveau luttant contre le racisme qui remonte en flashback jusqu'à la Nouvelle-Orléans du début du XVIIIe. Elle y est, en 2013, la matriarche à la tête d'un collectif de femmes noires aux expériences variées. Inclusif, son vaudou est même enseigné à certaines sorcières blanches, tant dans la saison 3 Coven que lors du retour de la prêtresse en saison 8 en 2018. Dans la même veine, on peut également citer la série Preacher, où les personnages rencontrent la prêtresse vaudou Marie Langelle dans la 3e saison, qui est blanche. Marvel's Cloak and Dagger, qui inclut une vaudouisante dans sa 2e saison, qui est noire. American Gods, qui se déplace à la Nouvelle-Orléans et représente les lois Baron Samedi et sa femme Maman Brigitte, qui est blanche, sous la forme d'un couple mixte. Ou Chilling Adventures of Sabrina, qui introduit le personnage de Mambo Marie, qui est aussi le Baron Samedi, en saison 3. Au-delà de ces séries, le caractère inclusif du vaudou louisianais en a fait un produit marketing transmédial, puisqu'on le retrouve dans quelques clips musicaux. Dans son album visuel Lemonade, Beyoncé, par exemple, a fait des différentes origines du vaudou une ode à la blackness, donc aux expériences des Noirs états-uniens, au sein d'une communauté de femmes noires louisianaises. Et Nicki Minaj, par exemple, a eu recours à une esthétique vaudou dans son clip pour la chanson Ganja Burn, afin de célébrer ses origines trinidadiennes. Même si la diversité des croyances et communautés du vaudou louisianais est prise en compte, on notera toutefois que les chanteuses continuent de lui attribuer un certain suprématisme noir, puisque la religion est issue d'une blackness états-unienne aux aspirations panafricaines problématiques. Ce n'est là encore pas la religion qui est nécessairement vectrice de race, mais plutôt la race et surtout la commercialisation de formes de militantisme noir américain à notre époque qui englobent et définissent le vaudou louisianais et le redéfinissent, le cas échéant. Pour conclure, produit de rencontres culturelles sur un territoire passé entre les mains des Français, des Espagnols et des États-Uniens, le vaudou découle d'une mosaïque d'influences singulières. Ce faisant, les croyances n'entretiennent pas de notion de race, mais sont plutôt vouées à la dépasser et à accepter la diversité. Alors que les premières œuvres populaires ont replacé le vaudou dans un cadre de lecture chrétien et diabolisé ses pratiques, c'est précisément le caractère inclusif du vaudou qui est aujourd'hui célébré. Les circulations populaires contemporaines et ultra-contemporaines du vaudou louisianais ont hautement racisé cette religion. Si on ne se base que sur elle, le vaudou aurait été développé seulement par et pour des Africains-Américains, soit désireux de se venger des Blancs dans un premier temps, soit se battant pour plus d'égalité raciale dans les productions les plus récentes. Les croyances et pratiques du vaudou néo-orléanais reposent avant tout sur la culture du secret, les pratiquants n'abordant jamais vraiment les détails avec les non-initiés. À ce propos, la poétesse vaudouisante néo-orléanaise Brenda Marie Osby s'adresse aux chercheurs et autres curieux qui, comme moi, s'enquièrent des croyances des communautés vaudouisantes néo-orléanaises. Elle écrit, et je cite, « You, of course, will tell us about the books you've read and the research you've done, none of which has anything to do with our beliefs. » S'adressant directement aux personnes qui la lisent, Osby révèle que les informations acquises et transmises sur le vaudou louisianais l'ont été par des personnes extérieures ou, pire selon elle, par des opportunistes qui ont vu le potentiel touristique de cette religion qu'ils ont exploité à des fins d'enrichissement personnel. Et ce, dès Marie Laveau selon elle. Par conséquent, les informations sur lesquelles je me suis appuyé au cours de cette communication sont surtout des éléments rapportés par des non-vaudouisants et ayant été mis à profit par une industrie du divertissement gargantuesque qui a fait circuler le vaudou au gré des courants sociaux, de la propagande anti-haïtienne après le retrait des troupes états-uniennes dans les années 30, aux plus récentes circulations contemporaines prenant racine dans les tendances inclusives.
Au final, alors, tout ce que nous, les non-vaudouisants, savons vraiment du vaudou louisianais non commercialisé, c'est que le mystère qui l'entoure est encore bien épais.